C'est un témoignage exceptionnel, celui d'un homme qui n'a écouté que son courage et sauvé des dizaines de vies. Ce jour-là, le 31 décembre à Crans-Montana, Paolo Campolo dîne en famille quand il reçoit un appel de sa fille Paulina. Elle est partie fêter le Nouvel An au bar Le Constellation. Yulia, ma compagne, reçoit l'appel de Paulina qui est terrorisée et qui dit il y a le feu, il y a une explosion, il y a des blessés. Et moi j'ai entendu ce qu'elle a dit et j'ai couru vers l'extincteur qui est dans le corridor ici, je l'ai pris avec moi. Ma fille m'a suivi avec les clés de la voiture, on est monté dans la voiture et en 10 secondes on était sur place. Sa fille est à l'extérieur, saine et sauve. Mais l'entrée de la discothèque est couverte de fumée. Paolo parvient cependant à distinguer des silhouettes qui appellent à l'aide. J'ai essayé de retrouver des personnes. On a vu des bras se tendre vers nous, qu'on a attrapés et qu'on a tirés vers l'extérieur immédiatement. Et ainsi de suite, 2, 3 fois. Et puis, ne voyant plus personne, on a essayé de rentrer. On est rentré peut-être sur 2 mètres. Et puis on a commencé à trébucher sur des corps. Et donc on a continué de les extraire. Je pense qu'en tout on a dû sortir 5 personnes ainsi. Il s'occupe des victimes, puis se dirige vers la sortie de secours. J'ai trouvé ce qui ressemble à une porte de service, pas du tout une porte de sécurité avec les fameuses barres qu'on pouvait voir, puisque la porte était transparente. Et j'ai pu voir au travers de la vitre, malgré l'opacité de la fumée, j'ai pu voir des corps contre la vitre. Avec l'aide d'un volontaire, il réussit à ouvrir une des portes coulissantes. On a mis le pied contre la vitrine et on a tiré très très fort, on a réussi à ouvrir. Et c'est à ce moment-là que les corps sont tombés. Plusieurs corps sont tombés et immédiatement on les a extraits les uns après les autres. Et je pense que là on a dû, en tout et pour tout, sortir une dizaine de corps. Les blessures qu'on retrouvait sur toutes les victimes, quasiment, sont des brûlures 2e ou 3e degré à la tête, et des brûlures plus importantes au membre supérieur, 3e degré. Et puis, des vêtements synthétiques qui ont fondu sur la peau, pour les membres inférieurs notamment. Et puis des intoxications sévères. Pendant 4 heures, Paolo va évacuer les blessés. Mais quand il rentre chez lui, il n'arrive plus à respirer. Intoxiqué au monoxyde de carbone, il est immédiatement hospitalisé. Ce drame l'a profondément traumatisé. Des amis de sa fille sont décédés, d'autres gravement brûlés. Tous ces jeunes veulent s'amuser, c'est tout. Ils sont montés pour mourir. Ce que je veux, c'est que les familles puissent retrouver leurs proches dans le meilleur état possible, ou pouvoir leur dire au revoir aussi, si c'est nécessaire. Que s'est-il passé cette nuit du 31 décembre à 1h30 du matin? Comment ce drame a-t-il pu avoir lieu? Niché à 1500 mètres d'altitude, face au plus haut sommet des Alpes valaisannes, le village cossu de Crans-Montana accueille des milliers de touristes chaque année. Une clientèle aisée qui prend ses quartiers dans cette station alpine l'été, mais surtout en hiver. Son point fort, un domaine skiable de 140 km de piste et la réputation d'un ensoleillement quasi permanent. Ces nombreux événements et bars dansants en font aussi un haut lieu de fête pour les noctambules. Ce soir du 31 décembre, les rues sont remplies de fêtards venus célébrer le passage à la nouvelle année. En plein cœur de la station, beaucoup ont choisi de passer la soirée dans le bar Le Constellation,
le Constel pour les habitués. Un bar de nuit très à la mode, particulièrement prisé par une très jeune clientèle. Les soirées se déroulent dans la cave de l'établissement, un sous-sol qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Chaque soir, il s'y déroule une tradition, un véritable show. Quand une table commande des bouteilles d'alcool, les serveurs les apportent en musique et les agrémentent de ces bougies lumineuses, comme sur ces images promotionnelles. Ce soir du 31, ces deux jeunes Français étaient présents dans le sous-sol. Quand on commande une table avec des bouteilles, il y a un show qui arrive et en fait le show c'était qu'il y a une dame qui monte sur les épaules d'une autre avec deux bouteilles et les feux d'artifice un peu d'anniversaire qui font des flammes et en fait elle les a agités trop haut, ce qui a fait que ça a touché le plafond et que ça a pris feu d'un coup. Ce document exclusif, enregistré quelques secondes avant le drame, montre une serveuse masquée sur les épaules d'une autre, apporter des bouteilles de champagne avec ses engins pyrotechniques. Sur cette seconde photo, la mousse qui recouvre le plafond commence déjà à s'embraser. Peu après 1h30 du matin, le plafond s'embrase. Certains clients filment la scène avec leur smartphone. Un autre tente de circonscrire l'incendie à l'aide d'un simple tissu. En vain. L'incendie se propage en quelques secondes. Cette jeune fille de 17 ans était rentrée dans le bar quelques minutes seulement avant le drame. Je suis descendue donc au bar qui était au sous-sol et j'ai rejoint un ami à moi et après j'entendais au feu et je voyais les gens qui commençaient à courir alors j'ai rejoint mon ami et on s'est juste mis à courir et il y a eu le feu qui s'est propagé très très vite. Il y a eu la fumée aussi qui était vraiment horrible, enfin, ça piquait les yeux, on n'arrivait plus à respirer. Et après, il y a eu une explosion, je l'ai senti sur mes jambes. Dans la panique, elle tente de s'enfuir vers la sortie. Un simple escalier, étroit, très vite saturé. Il y avait seulement une seule porte pour pouvoir sortir, une porte simple pour une centaine de personnes. Donc c'était pas... tout le monde se bousculait comme pas possible et moi je me suis retrouvée sous 3-4 personnes qui étaient un peu en train de brûler. Il y avait des gens morts autour de nous. Moi j'ai levé les mains et je criais et il y a un garçon que je connais pas du tout et que je remercie de tout cœur, mais du coup il m'a juste prié, il m'a tiré et du coup, j'ai réussi à sortir grâce à lui. Le sous-sol se transforme en piège mortel pour de nombreux fêtards. Nathan et Axel se sont retrouvés bloqués à l'intérieur. On était dans un sous-sol et puis on essayait de sortir. J'ai dû mettre une table allongée et je me suis caché derrière la table pour éviter de me faire brûler. Les gens essayaient de sortir et puis c'était un chaos. Dans notre tête, il faut sortir, donc tout le monde sort, mais ça a fait un attroupement, donc nous, on n'a pas pu sortir, donc on a essayé de se cacher. Et puis moi, quand je suis remonté en haut, je me suis dit que soit j'allais y passer ou soit j'allais réussir à m'en sortir, mais le seul moyen, c'était de passer par une fenêtre, mais les fenêtres étaient bloquées. Alors du coup, j'ai pris une table, j'ai essayé de la casser contre une fenêtre, j'ai pas réussi, et je me suis dit que j'allais y passer, mais finalement, j'ai réussi à donner un coup de pied dans la vitre, elle est tombée. Et puis nous, on est sortis, on a réussi à faire sortir du monde. Et là, il y a une seconde. C'était la panique totale. Regarde, ils sont en train de cramer, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de cramer. Tout le monde essayait de sortir comme il pouvait, se marcher dessus, sauter par-dessus les autres. C'était vraiment la bataille pour le premier qui sort et qui s'en sort, on va dire. Chacun sa peau. Moi, j'étais déjà dehors.
Donc je voyais les escaliers, c'était rempli. Il y en a qui sautaient par-dessus pour essayer de passer. Il y en avait, c'était, on va dire, comme un cauchemar, parce qu'on voyait aussi tout le monde marcher, les habits tout déchirés, totalement en panique, qui criaient. C'était, ouais, on aurait dit un cauchemar. Devant l'établissement, le chaos. Des dizaines de clients tentent d'échapper aux flammes. Cette jeune femme que nous avons floutée sort du bar les vêtements arrachés, le corps brûlé. Sous les yeux de nombreux témoins, des scènes de guerre. On a vu beaucoup de brûlés, des personnes qui étaient en train de vomir, des personnes qui étaient en train de faire des convulsions, qui avaient plus de cheveux, qui avaient des parties de leur visage arrachées. Des collants qui avaient fondu sur, sur les jambes des gens. Même ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit mais c'est pas possible, c'était un cauchemar. C'était vraiment digne d'un film d'horreur. Les secours arrivent quelques minutes après. Très vite, débordés par le nombre de victimes. Des blessés par dizaines sont évacués et répartis vers les différents hôpitaux de la région. Celui de Sion en accueille une soixantaine, les plus gravement touchés. Au lendemain du drame, Yannick, témoin de l'incendie, est venu prendre des nouvelles d'une jeune fille grièvement blessée. Une inconnue qui l'a conduit jusqu'aux urgences. Je l'ai vue sur le sol, on a vérifié son pouls pour voir si elle était vivante. Après, la première chose qui m'est passée par la tête, c'était de foncer à l'hôpital. Il n'y avait rien d'autre à faire. Elle ne pouvait même pas respirer. On a roulé très vite. Dans ce genre de situation, chaque seconde compte. L'hôpital n'a pas pu lui donner des nouvelles de la victime. Yannick a été l'un des premiers à arriver devant le bar. Profondément choqué, il nous décrit l'horreur. On venait d'arriver quand tout s'est passé, quand ça a explosé, quand le feu s'est déclaré. Après ça, on a vu plein de monde sortir en courant, sans vêtements, sans cheveux, sans rien du tout. C'était très choquant. On est resté debout, comme ça, et tout de suite on a commencé à aider. On a vu beaucoup de gens qui allaient vraiment très très mal. Le bilan, encore provisoire, est déjà très lourd. Au moins 119 blessés et 40 morts. Beaucoup de victimes n'ont pas encore pu être identifiées. Leurs proches ne savent pas s'ils sont blessés ou décédés. Une attente insoutenable. Les familles multiplient les recherches sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver des informations sur les disparus. Comme sur ce compte Instagram, 40 avis de recherche ont été postés pour retrouver des enfants, des frères, des sœurs, des amis qui étaient ce soir-là au bar Le Constellation. Parmi eux, de très jeunes gens. Certains sont mineurs. Comme ces deux sœurs de 14 et 15 ans, Alice et Diane Goncé, qui n'ont plus donné de nouvelles depuis la soirée. Si vous avez des infos, merci de contacter ce numéro. La détresse des proches se lit dans les messages. Ma petite sœur se trouvait hier dans l'incendie à Crans-Montana et depuis nous n'avons plus de nouvelles. Si vous savez dans quel hôpital elle se trouve ou si vous avez n'importe quelle information à son sujet, merci de me contacter. Nous recherchons la copine de mon frère Noémie qu'il devait rejoindre hier soir après son job et dont il est sans nouvelles depuis. Vivian n'a pas donné de nouvelles depuis l'incendie hier soir. Il était présent avec Léo, Léonard et Ludovic. Si vous avez des nouvelles, contactez-moi. Cette jeune fille, 22 ans, Émilie Pralon, elle non plus n'a pas encore été retrouvée. Alors ma petite fille, Émilie, elle est au centre là, voilà. Ce soir du 31 décembre, elle était avec deux amis au bar Le Constellation, heureuse de fêter la nouvelle année. Et c'était les trois qui sont montés hier soir pour faire la fête. Son grand-père de 89 ans, que nous avons rencontré en Suisse, est très inquiet.
J'ai tout été très peiné dès qu'on m'a appris que je n'étais pas rentré et qu'on ne pouvait pas l'atteindre. Depuis hier soir, vous essayez d'appeler, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Depuis là, ça ne répond pas. Et c'est clair, c'est très angoissant pour les parents. C'est très, très dur. Une situation très, très tendue. Mais on garde toujours un petit peu d'espérance. Je garde quand même cet espoir qu'elle soit à l'hôpital. Le grand-père ne sait pas si sa petite-fille est blessée ou s'il doit se préparer au pire. Ne pas avoir d'informations est un véritable supplice. Il essaie d'en obtenir par tous les moyens. J'appelle tout le monde ce soir, c'est des informations, de m'informer et ça serait super gentil si j'ai une petite information. Voilà, ça réchaufferait le cœur. Voilà. Ils sont des dizaines de familles, comme ce grand-père, à rechercher leurs proches. Cela fait presque 2 jours que cette mère attend des nouvelles de son fils de 16 ans. Ça fait plus de 30 heures que je cherche mon fils partout, que j'ai fait plusieurs hôpitaux dès que j'ai appris. Et je le cherche, et j'arrête pas de le chercher, et j'envoie les réseaux sociaux, j'envoie partout. Et voilà, je ne lâcherai pas. Je continuerai à le chercher, savoir si mon fils est vivant, déjà, ou s'il est parti de l'autre côté. Mais je chercherai, c'est ce que je trouve. Arthur avait préparé cette soirée du réveillon avec ses amis. Ils étaient 11 à s'être donné rendez-vous dans ce bar de Crans-Montana. Il se réjouissait, il était heureux avec ses amis de l'école. C'est tous des amis de la même région, en fait, de l'Est lausannois, qu'ils avaient pris une table à l'avance. Donc, il se réjouissait vraiment. J'aimerais quand même préciser qu'on n'est pas des parents irresponsables d'avoir laissé nos enfants à partir de 16 ans, sortir pour fêter la nouvelle année. On savait tous les parents savaient où était leur enfant. Depuis l'incendie, elle n'a pas de nouvelles de son fils. J'ai appris qu'à 1h28, mon fils avait fait une vidéo pour le groupe avec ses copains et qu'à 1h30, le premier téléphone pour annoncer l'incendie a été sonné aux pompiers. Et à partir de là, j'ai essayé de refaire toute la soirée, en fait. J'ai demandé aux jeunes qui m'envoyaient les vidéos, les stories, tout ce que je pouvais avoir pour essayer de retrouver si je voyais la tête de mon fils à quelque part sur les stories ou sur les vidéos. Je ne sais pas aujourd'hui dans quel hôpital, s'il est à l'hôpital, je ne sais pas dans quel hôpital il est. Il est dans une morgue, je ne sais pas dans quelle morgue il est. Je ne sais pas dans quel pays il est. Je ne sais pas dans quel canton il est. Il peut être à Berne, il peut être à Zurich, il peut être à Milan, il peut être à Stuttgart, il peut être à Lausanne, il peut être partout. Moi, je suis à Crans-Montana depuis 30 heures, sans nouvelles de mon enfant. La seule chose que je sais, c'est que la tablée qu'ils étaient, c'était plus de 10. Il n'y en a qu'un seul des 10, des 11 qui a été retrouvé. Et tous les autres sont portés disparus. Donc toute la tablée de mon fils, ils sont portés disparus encore à l'heure actuelle où je vous parle. Si cette attente est si longue, c'est que l'identification des victimes est très compliquée. Certaines ont été brûlées très profondément lors de l'incendie. Mais cette mère n'en peut plus d'attendre. En tant que parent, on fait le maximum pour chercher nos enfants. Si à l'hôpital, quelqu'un reconnaît Arthur Brodard, né le 22 février 2009, je vous en supplie, contactez-moi. Au-delà de l'insoutenable détresse des proches, de nombreuses zones d'ombre entourent désormais ce drame. Et plusieurs questions se posent. Le bar était-il aux normes? La jauge de fréquentation était-elle respectée ce soir-là? Les propriétaires, un couple de Corses, ont déjà été auditionnés par les enquêteurs. Ces musiciens, proches des gérants du Constellation, avaient joué il y a 10 ans jour pour jour dans l'établissement.
J'ai essayé d'avoir des nouvelles quand même, leur demander si tout allait bien. Bon, ils m'ont répondu plus tard, parce que bon, cette nuit, ça a dû être assez compliqué pour eux. Et voilà, ils m'ont simplement répondu, on est en vie. Donc déjà, c'était un soulagement. Mais bon, après, on a vu par la suite qu'il y avait vraiment des morts, tout ça. Donc voilà, on a été un petit peu choqués de ce qui s'est passé. Hein. Jean-Thomas Filippini décrit un couple honnête. C'est des gens qui sont très travailleurs, qui sont très appréciés dans le Valais. Du moins de ce que j'ai vu moi, c'est vraiment des gens très très appréciés par tous les autres commerçants. Il n'y a aucune rivalité. Voilà, c'est des vrais commerçants, on va dire. Depuis hier, c'est toute la station, habituellement festive, qui vit au rythme du deuil. Des fleurs et des bougies sont déposées par les proches des victimes et toute une foule d'anonymes. C'est important qu'on soit unis, on est une famille. Et c'est important qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés par nos prières, nos pensées et qu'on partage leur douleur. Cette station est une station avant tout vivante et qui aime la vie. Et on va continuer de vivre. On va pas s'arrêter là. Pas ce soir en tout cas. Tout un pays frappé en plein cœur par l'une des pires tragédies qu'ait connue la Suisse.